Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pouvons-nous affirmer que telle communauté, telle société, tel peuple a un certain état d'esprit, certaines dispositions, certaines caractéristiques et pas d'autres? N'est-il pas vrai qu'aucun groupement humain n'est globalement homogène, qu'en son sein existent et subsistent des individualités qui peuvent être très différentes les unes des autres, voire même parfois diamétralement opposées? Pourtant, et là aussi le postulat est patent, tous les groupements humains ont des caractéristiques qui leur sont propres, même si en leur sein, des exceptions ne sont que des exceptions. Tout le monde conviendra que la société japonaise est très organisée, très laborieuse, très civique, respectueuse des règles sociétales, et que telle autre société africaine, par exemple, de tel ou tel pays est très anarchique, très individualiste, très désorganisée, très archaïque, à la limite de la primitivité. Pourtant, dans ces deux sociétés existent, malgré leurs caractéristiques les plus visibles, des individus qui ne sont pas conformes aux normes collectives, qui lui sont même tout à fait antinomiques. Mais c'est la disposition générale qui l'emporte et qui distingue l'une de l'autre. Pourquoi alors ? Pourquoi existe-t-il des sociétés de telle conformation et d'autres d'une toute autre? Est-ce là une disposition génétique, héréditaire, naturelle? Je ne suis ni sociologue, ni anthropologue, mais je crois pouvoir affirmer que non. Contrairement à certaines thèses fascisantes ou résolument racistes, je crois très fermement qu'aucune communauté de même conformation ethnique n'est génétiquement disposée à tel ou tel penchant, tel ou tel tempérament. La meilleure démonstration en est que si vous prenez à leur naissance deux frères jumeaux, des jumeaux monozygotes, et que vous les faites adopter par des familles qui appartiennent à des sociétés très différentes l'une de l'autre, vous obtiendrez des adultes qui auront les caractéristiques générales de leur société d'adoption respective. Celui qui aura été élevé au Japon sera plutôt inhibé, plutôt civique, plutôt consensuel, plutôt organisé, qui respectera strictement les files d'attente. Et celui qui aura grandi dans ce pays africain tout récemment décolonisé, très pauvre, très anarchique, qui plie sous la férule d'un régime despotique, sera plutôt exubérant, incivique. Il ne respectera les règles sociétales que s'il y est contraint. Il jouera du coude plutôt que de faire la queue et il n'aura pas de vraie conscience de ses droits naturels dans une société globalement expurgée de conscience politique collective. Pourtant, les deux jumeaux, issus d'un même œuf, étaient génétiquement conformés pour être pareils, et non pas seulement physiquement. C'est que donc ces dispositions collectives sociétales ne sont pas innées, mais acquises. Alors, pourquoi cette longue digression que je vous fais subir maintenant? À quoi je veux en venir? Eh bien, c'est parce que nous devons cesser de mettre les cadavres dans les placards et la poussière sous le tapis. Le moment doit venir de désamorcer ces bombes à retardement que d'aucuns sèment laborieusement sur notre chemin depuis 1962. Ces thèses qu'ils tentent de distiller au sein de l'opinion publique algérienne sur telle ou telle communauté.
sur les caractéristiques qui les distinguent les unes des autres, en rajoutant un peu, bien sûr. Il est vrai que certaines de nos communautés nationales et certaines de nos régions ne réagissent pas aux événements et à la même mise du régime sur notre pays de la même manière, avec la même force. Non pas que les unes ou les autres ont des dispositions naturelles, génétiques, mais parce que, comme nos deux jumeaux monozygotes, elles ont évolué dans des contextes très différents les unes des autres. Parce qu'elles n'ont pas connu les mêmes vicissitudes, les mêmes environnements sociétaux, les mêmes parcours historiques, les mêmes terreaux culturels. Parce que leurs contraintes ou leurs privilèges géographiques ne sont pas les mêmes. Parce qu'elles ont la chance ou la malchance d'être plus ou moins ouvertes sur le monde. Soyons plus précis, quitte à fâcher certains esprits chagrins qui font un usage politique chafouin de ces différences et de ces sensibilités communautaires ou régionales. Et disons les choses plutôt que de les susurrer, plutôt que de les suggérer. Pourquoi nos compatriotes de Kabylie sont-ils aussi prédisposés et aussi enthousiastes à contester le despote beaucoup plus fort que nos compatriotes d'autres régions, dont certaines sont pourtant dans une situation atroce et qui, en toute logique, auraient dû être dans la contestation et la rébellion plus que tout le reste du pays. Le Sahara, par exemple, qui ne réagit pas avec la même force que la Kabylie, à la même mise du régime sur notre pays, alors que nos compatriotes sahariens sont bien plus opprimés que leurs compatriotes kabyles. Eux dont les richesses du pays sont sous leurs pieds, eux qui sont quasiment les seuls dans le pays à ne pas en profiter du tout. Eux qui ne trouvent même pas un emploi dans leur propre région, qui se débattent dans une misère endémique proprement inimaginable pour qui ne connaît pas leur situation. Pourtant, et cela me fait mal de le dire aussi brutalement, nos compatriotes du Sud, tellement généreux, tellement placides, tellement tolérants et surtout tellement opprimés, tellement bridés, tellement étouffés, sont ceux qui ont le moins contribué à ce formidable sursaut du Hirak. La question se pose, et je la pose. Les réponses sont très diverses, très compliquées, très subtiles, et je ne pourrais pas toutes les dire ici. Mais si je pouvais résumer mes pensées, je dirais tout simplement que l'explication se trouve non pas seulement dans l'environnement climatique et géographique, mais surtout dans le fait que la Kabylie a toujours été un vivier d'émigration, d'ouverture vers ailleurs, non seulement dans tout le pays, mais partout dans le monde, alors que le Sahara est une enclave où les habitants sont durablement fixés, d'où ils ne bougent que très peu, hormis les Mozabites, à la différence que ceux-ci se sont confinés dans le petit commerce et le négoce, alors que les Kabyles se sont immergés dans des secteurs en gestation, en fusion permanente, comme l'industrie, les travaux publics et bâtiments, le tertiaire et d'autres secteurs où les luttes de classe, le syndicalisme, le progressisme, les affrontements idéologiques sont en perpétuelle effervescence. Et plus que ces terrains très favorables à l'émergence d'une conscience politique critique et contestataire, Alger, il se trouve qu'Alger est aux portes de la Kabylie. Et contrairement au Sahara, la Kabylie est surpeuplée, donc naturellement portée à la concurrence des idées, à l'émulation, au besoin de se distinguer, alors que le Sahara est loin de tout, sous-peuplé, avec de grandes distances entre les agglomérations, sous un climat très dur qui incline naturellement à l'indolence et à la sieste politique, où les potentats locaux, alliés naturels du régime,
ont plus de facilité pour manipuler et fliquer leurs concitoyens. C'est le cas de toutes les autres régions, où chacune a sa propre spécificité culturelle et sociétale. C'est pourquoi le Hirak n'a pas été de la même intensité et du même engagement partout dans le pays. C'est pourquoi les Baltajia et les Doubeb ne sont pas aussi à l'aise dans une région ou dans une autre. En Kabylie, les Baltajia rasent les murs et les Doubab écrivent sous des pseudonymes, alors que dans d'autres régions, ils ont pignon sur rue. La nouveauté dans cette problématique que je vous présente est que le régime a très vite flairé le danger. Il a compris que, contrairement à d'habitude, le Hirak n'est pas une émeute circonscrite à une ville ou à une région, mais une révolution nationale qui ne porte pas des revendications sociales ou communautaires, mais une aspiration à l'instauration d'un état de droit, donc à l'éradication du système actuel. Une révolution qui tend à la libération de tout le pays, dans son entièreté. Et c'est bien pour cela que tout est entrepris par ce régime, pour diviser les régions. Et c'est bien pour cela que la répression et les intimidations sont plus fortes et plus implacables dans les régions qui bougent le moins. Parce que le régime a peur de la jonction de toutes les régions contre lui. Parce qu'il sait que l'état d'esprit des régions les plus frondeuses est plus contagieux que le corona. Et qu'un état d'esprit révolutionnaire, quand il s'installe, fait sauter la chape qui plombe les dignités et les aspirations. Parce qu'il avive, parce qu'il attise, parce qu'il revivifie le sentiment d'appartenance à une même nation, dans toutes ses différences, dans toutes ses sensibilités. Le Hirak piaffe d'impatience. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, je vais d'abord recevoir Moussab Hammoudi qui va nous parler un peu de ce qui se passe dans la presse occidentale qui semble s'intéresser beaucoup au Hirak. Puis je recevrai Nazim Zaidi, militant politique de l'UDS, le parti de Karim Tabou. Et ensuite, Idirou Nourn et Brahim Younsi, le fameux duo. Idirou Nourn, l'analyste politique, Ibrahim Younsi, l'ancien cadre du MDA de 82 à 88, et néanmoins analyste politique. Moussab Hammoudi, merci d'être avec nous. Bonjour Jamaldine, merci de me recevoir. Mes salutations et Eid Mubarak à tous les téléspectateurs, à toi-même et aux invités. Eid Mubarak, Moussab, Eid Mubarak l'Aïla Taak. Moussab, la presse occidentale, quasiment dans sa globalité, s'est mise à parler de Hirak. Ils ne disent plus mouvement contestataire ou révolution ou rébellion ou insurrection. Ils disent Hirak. Ils ont adopté le nouveau terme. À votre avis? Oui, absolument. Maintenant, c'est devenu un mot courant, un mot récurrent. Quand on analyse les mots, il y a toujours, en fait, pour faciliter et aller rapidement, deux types. C'est sa connotation et sa dénotation. Donc la connotation, elle est toujours positive, c'est ce que renvoie ce mot. Et sa dénotation, c'est qu'est-ce qu'elle donne à voir. Et ici, avec le mot Hirak, c'est un mot qui est devenu énergétique. Donc, malgré une petite erreur
de grammaire, parce qu'on sait que hirak, ça n'existe pas par rapport à la langue arabe. On dit harak parce que c'est du masdar, c'est un adjectif de haraka et ça n'existe pas en hiraka. Mais ça c'est un petit détail. Mais en tout cas, le mot est bel et bien repris. C'est celui qui figure sur tous les titres. C'est celui qui est utilisé. Et pour renvoyer et consacrer une société en mouvement, et plus précisément une société soudée, premier caractère, qui se met en mouvement, deuxième caractère, avec des revendications à caractère politique, troisième caractéristique. Donc c'est un peu ça ce qui est renvoyé. Donc il est bel et bien consacré, il est bien, j'allais dire, canonisé. Bien sûr, il reste à ce qu'il devienne un peu plus large, comme ça il devient un objet historique, parce que pour le moment, l'unique expérience aboutie qui arrive encore à se maintenir, c'est le cas de l'Algérie, à travers l'exemple populaire algérien. Donc plus il va réussir, plus il peut être généralisable, plus il va devenir un objet historique incontestable et l'exemple parfait des révolutions postmodernes. En tout cas, il est en train de devenir un mot consacré de la même manière qu'intifada, par exemple. Nous entendons parler de Hirak un peu dans toute la presse occidentale. Mais qu'est-ce qu'ils disent au juste de ce Hirak, du mouvement de contestation algérienne, de cette révolution du 22 février? Donc déjà, le contenu est très diversifié. Donc, ce qui montre que l'intérêt est intact depuis le 22 février. Rien n'a changé concernant l'intérêt que la presse a pour l'Algérie. Alors, j'aimerais moi prendre plus des exemples, parce que des exemples qui sont très illustratifs. Si je prends, par exemple, le quotidien français, Le Figaro, ça revient sur les thèmes clés. Donc, par exemple, si on revient sur une semaine, on a la fermeture de Le Manchar qui est décrite en répression, avec le mot tel qu'il est, c'est-à-dire des mots poignants, des mots forts. Aussi, si on revient au quotidien Le Monde, donc des manifestations pro-Hirak ont repris pendant l'Aïd al-Fitr. Donc on reprend le même mot Hirak. Pareil, Le Figaro, si je reviens et je reste dans la presse française, dans l'Algérie confinée, l'armée joue l'appui de la France, ce qui est quand même des mots très, très lourds quand on voit l'armée jouer l'appui de la France. Pareil pour Le Monde. C'est-à-dire, l'armée joue l'appui de la France. Ça veut dire, après cette fameuse disposition du projet de constitution, que l'armée peut intervenir désormais à l'étranger, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas moi qui veux le dire, c'est enfin, ce que l'article veut dire, oui. Exactement, c'est l'article à quoi il fait illusion. Mais même concernant Le Monde, qui va projet de constitution loin du rêve de qui? Du Hirak. Pareil, le régime traque ses opposants sur Facebook. C'est-à-dire même tous les détails. Après, si je sors de la presse française, on va trouver un autre type de contenu, même avec la publicité, par exemple, le Washington Post, à la page 19, qui est dédiée à la publicité, qui était consacrée à Khaldrani. C'est encore un clin d'œil pour dire que vos jeux avec le Washington Times, ben, c'est un jeu de dupe, on ne va pas l'avaler. Pareil, le très emblématique magazine Foreign Policy aux États-Unis, qui a fait appui avec le centre d'analyse prestigieux Carnegie, et avec une mention très spéciale, très forte, d'une chercheuse qui dit, je traduis in vivo, les Algériens sont résolus à renégocier leur contrat social, et ils sont déterminés à le faire jusqu'au bout, quel que soit le prix. Donc c'est quand même des mots très poignants. Si je vais par exemple aussi à la presse espagnole, El País, qui dit la liberté d'expression en Algérie subit un dur moment, traverse un dur moment depuis le départ de Bouteflika. Je ne veux pas rester longtemps, je terminerai avec deux quotidiens, la presse suisse, qui dit le régime algérien traque ses opposants sur Facebook. Même les Suisses savent que le régime traque ses opposants sur Facebook et son souci n'est pas le Covid. Pour terminer, je terminerai avec un article qui vient de paraître. J'étais un consultant dans cet article, c'est sur la presse italienne, avec Il Fatto Quotidiano, qui dit clairement qu'en Algérie, des centaines de journalistes et d'activistes sont incarcérés pendant la crise du Covid. Et donc, pour reprendre l'un des manifestants, le virus, ici le virus, en Algérie, le virus, c'est la répression. Et donc, nous retournerons dans les rues aussitôt la crise terminée. Donc, on voit que la presse est très
connaît très bien le terrain. C'est pour ça que le contenu, on le voit, il est très diversifié entre analyse, entre reportage, entre articles, entre surtout ce qui fait mal au régime, c'est les dépêches, surtout l'AFP qui fait une dépêche quotidienne pratiquement pour dénoncer et mettre à nu, si j'ose dire, les pratiques du régime. Et donc, sinon, sur les analyses, deux axes. On a une tentative de comprendre la maîtrise de la population sur le Hirak et une tentative de comprendre la bêtise du régime dans ses agissements, répression, irresponsabilité, sauvagerie. Et justement, ce régime qui habituellement s'y prend à dégainer le pistolet de la main étrangère, qu'est-ce qu'il dit de tous ces articles, ces reportages, ces interviews, ces couvertures spéciales? Merci pour cette question. En fait, le régime subit cette pression parce que le régime a voulu réprimer en cachette pendant le Covid, pendant que le monde a le regard détourné ailleurs sur le Covid-19. Or, pendant que le monde combat le Covid, le monde continue aussi de voir et de regarder le régime algérien avec ses pratiques que je qualifierais de crapuleuses. Alors ainsi, des articles, des dépêches de ce type, le panique. En tout cas, on a une configuration où la société débat, le régime se débat, tel un poisson au bout d'un hameçon, et en tout cas, les Algériens sont résolus à se débarrasser du régime. C'est pour ça que le Hirak va revenir, il va exercer sa pression. Ça ne va pas être sur coup de tête ou par coup de téléphone. Ce n'est pas la semaine prochaine ou celle d'après. Il va prendre le temps. C'est pour ça que la société doit débattre entre elles, doit se concerter, doit s'organiser dans les quartiers, dans les locaux, au niveau local, dans les régions. Et ça va venir au bon moment qui sera très proche. Merci Mos'ab Hammoudi, au plaisir de retrouver vos expertises. Merci beaucoup. Et j'accueille Nazim Zaidi, notre jeune ami, jeune militant de l'UDS. Nazim Zaidi, merci d'être avec nous. Bonsoir M. Benchnouf. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir, Ouaïd Kmobrouk. Nazim, justement, en ce moment, c'est bizarre. Il y a d'abord eu des sorties. Nous allons voir quelques images de sorties de Hirak, des gens qui protestent surtout contre les arrestations abusives à la faveur du corona et aussi de ces dizaines de milliers de convocations auprès de la police et de la gendarmerie pour intimider les gens. Mais il y a aussi des appels à sortir, à reprendre le Hirak, des appels que nous ne parvenons pas à identifier, dont on ne connaît pas les vraies sources. Mais beaucoup de gens se montrent inquiets et pensent que c'est peut-être le régime qui est en train de vouloir provoquer quelque chose pour se donner le beau rôle, pour pouvoir redonner la troupe, remettre ses troupes dans l'action, en même temps que réprimer, montrer ses muscles, et dans le même temps se faire applaudir par le Hirak lui-même, parce que j'imagine que beaucoup de gens du Hirak vont se dire « mais qu'est-ce qu'ils ont ces agités à sortir, à vouloir propager le virus ?» Donc pour le régime, ce serait pain béni que de voir un Hirak partiel sortir pour pouvoir lui taper dessus et se faire applaudir dans le même temps. Votre avis sur cette question, Nazim Zaidi? Cela ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Le régime a voulu faire porter la transmission du coronavirus au peuple algérien avec la sortie du secrétaire d'État, si je ne me trompe pas, où il avait dit que certains gens du Hirak avaient agi d'une manière à propager le coronavirus, alors que le Hirak avait suspendu... C'était le porte-parole de Tebboune. Porte-parole de la présidence. Oui. Voilà. Et alors que le Hirak avait suspendu les manifestations, alors que le Premier ministre lui-même, M. Djadat, avait dit qu'on pouvait continuer à sortir, mais en respectant certains gestes barrières. Donc, cette action du Hirak qui a été de préserver la santé publique a étonné les pouvoirs plus que tout. Donc, eux aimeraient peut-être que le Hirak reprenne, comme vous le dites, partiellement, pour qu'ils puissent embarquer les gens et en plus de cela ne pas connaître une réelle protestation contre leurs agissements. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je comprends les jeunes qui sortent protester. Je les comprends parce qu'on vit avec, si vous voulez, depuis ce confinement-là, on attend tous les jours notre tour.
chaque jeune Algérien se réveille, il se dit, ah, c'est pas aujourd'hui que je suis convoqué, peut-être que c'est demain. Et à un moment donné, avec le confinement qui a un aspect, qui est un coup psychologique, en plus de la peur du coronavirus et en plus de la machine judiciaire du régime, je comprends ces gens-là qui veulent ressortir, réinvestir la rue, protester, continuer la révolution. Moi, je les appelle à plus de réflexion et plus de sagesse, à ce que les marches vont reprendre en temps voulu quand la santé publique ne sera plus en danger, parce que c'est une réalité quand mondiale que le coronavirus est là, il existe, il est dangereux. Nous devons préserver notre santé et donc éviter de sortir d'une manière irréfléchie et reprendre les manifestations d'une manière irréfléchie. Nous avons suspendu les manifestations en suivant l'appel de plusieurs militants crédibles. Parmi eux, il y a eu M. Mustafa Bouchechi, il y a eu Abdelghani Badi, il y a eu même Karim Tabou qui avait envoyé par rapport à ça. Plein d'autres militants et surtout l'avis des experts, des médecins. Nous avons écouté les médecins du Hirak qui disent qu'il fallait suspendre les manifestations. Donc je pense qu'il faudrait une large consultation, un large débat sur cette question-là et déterminer réellement à quel moment nous devons reprendre les manifestations, surtout ne pas le faire pendant que le gouvernement prolonge les confinements. Pour la simple raison qu'il ne faut pas qu'on soit ceux qui leur donneront l'occasion de casser du sucre sur notre dos. Nous devons être plus intelligents qu'eux et ne pas, si vous voulez rentrer dans ce jeu-là de reprendre, ne pas reprendre, et donc vous avez 20% qui sortent et qui se font réprimer, comme vous avez dit, les autres 80% diront que c'est tout à fait normal, c'est un danger sanitaire, donc ils ont mal agi. Alors que ces jeunes-là qui sont sortis pour les détenus, sont sortis pour le même combat, nous menons tous le même combat, continuons juste à être unis autour de cette question. Nous avons décidé de suspendre les marches. Le temps, au moment opportun, nous allons les reprendre parce que la révolution. Pourquoi les forces politiques comme la vôtre, qui sont réellement mobilisées, d'ailleurs je vais vous demander des nouvelles de Karim Tabou avant de vous poser la question, il paraît que le régime a encore pris une autre mesure réellement sadique qui relève de la cruauté mentale contre Karim Tabou en lui interdisant d'appeler sa famille. Lui qui est un prisonnier politique, alors que même les détenus de droit commun ont le droit d'appeler leur famille depuis la prison. Comment expliquez-vous cette autre mesure très sadique à l'endroit de... Vous savez, ils n'ont rien trouvé d'autre à lui faire en ce moment, donc ils ont utilisé le seul moyen qu'ils avaient, c'est de le couper de sa famille. Il est en isolement 20 heures sur 21 heures, je crois, sur 24. Et le procès... il est toujours en isolement? De la honte. Il est toujours en isolement? Oui, toujours en isolement. Il est toujours en isolement. Il voit ses avocats. D'ailleurs, je salue les avocats qui font ce travail-là, d'aller se déplacer pour briser cet isolement-là et l'aider à tenir psychologiquement. Ça reste une torture psychologique pour lui qui est faite contre une personnalité politique. C'est malheureux, mais je suis convaincu d'une chose. Karim tiendra le coup. Et il en sortira que plus fort. On n'en doute pas une seconde. Et tous ceux qui connaissent Karim Tabou savent très bien que c'est lui qui sera vainqueur et c'est lui qui remportera cette bataille très inégale d'un régime monstrueux contre un des dignes fils de l'Algérie. Mais sinon, pourquoi n'y a-t-il pas de sondages effectués par les partis politiques, par les instituts de sondage? Normalement, on devrait pouvoir savoir, par rapport à un vrai sondage, ce que pensent les Algériens de la reprise du Hirak et empêcher justement que des forces occultes, chafouines, puissent manipuler certains de nos compatriotes. Je vais vous répondre à ça par une seule expression, c'est que le peuple algérien n'appartient à aucun parti politique. Il n'a pas donné de crédibilité aux partis politiques. Non, mais je parle de sondage. Sondage. Non, je vais aller dans mon raisonnement, je vais y arriver. Oui, d'accord. Les partis politiques n'ont pas une influence sur ce Hirak. Et même nous, comme vous dites, partis politiques, c'est un grand mot parce que nous n'avons ni agrément, ni l'État nous a empêchés d'exercer. Et à bien y penser, on se dit que c'était le premier coup pour détruire Karim Tabou. Mais nous agissons en tant que militants et non pas en tant que structure partisane. Donc c'est vrai que les discussions se font sur les réseaux sociaux et grâce au Hirak, on se connaît entre nous les militants. Les militants discutent entre eux et la température ne tend pas vers une reprise du Hirak pour le 29.
Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau d'essayer d'appeler. Mais qui a envoyé cette histoire de le Hirak va reprendre le 29? Sincèrement, je suis tombé sur une seule publication qui parlait de ça. J'ai vu une publication sur Algérie parce qu'il avait fait un sondage sur ça. Un sondage? Il avait fait un sondage, donnez votre avis. Il avait donné votre avis et j'avais écrit que j'étais contre une reprise du Hirak pour le 29. D'accord. Pour la simple raison que la question sanitaire n'est pas réglée et qu'il ne faut pas qu'on donne l'occasion au pouvoir de casser du sucre sur nous. D'accord. Ensuite, oui. Pour dire que automatiquement prendre ça comme une manipulation, moi je ne le prends pas toujours comme une manipulation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà un appel il y a quelques semaines qui disait que le Qasba et Bab el Oued allaient marcher si les arrestations se poursuivaient. Mais la troisième semaine du Ramadan ou la deuxième, ça n'a pas eu lieu. Au fait, le Hirak est structuré sans être réellement. Et je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il reprendra au moment opportun. C'est quand les scientifiques diront que le danger du coronavirus est écarté et ne donnera jamais l'occasion au gouvernement de confiner et que le Hirak sorte. Moi, je le dis, c'est vrai que nous subissons une répression atroce, ça fait peur. Je suis jeune et ça ne m'intéresse pas de me réveiller le matin et de me dire est-ce que je serai convoqué ou pas. Pourtant, c'est ce qu'on vit tous. Tous les Algériens vivent avec cette peur-là. Sauf que ce n'est pas une peur qui nous empêche de sortir, mais c'est plutôt notre intelligence collective qui va nous empêcher de reprendre à un moment qui n'est pas opportun pour la santé publique. Nous devons rester les garants de la santé publique. Le Hirak, c'est le sauveur de l'Algérie. Il ne peut pas agir d'une manière contraire à la sauvegarde de l'Algérie. Alors, dernière question, pourquoi les Algériens ne profitent-ils pas de ce confinement pour essayer de résister d'une manière qui soit dans le confinement? Le mehras, azgharit, l'alamat sur les balcons, le ghnal, pourquoi ne sont-ils pas dans ça, les Algériens? Sincèrement, moi-même, j'ai passé des jours à réfléchir à des manières de protester en confinement et je n'ai pas trouvé une manière qui serait porteuse réellement de la revendication du Hirak. Et à travers vous, je tiens à saluer des jeunes étudiants qui ont fait une initiative qui a été magnifique. C'est d'inviter chaque soir pendant le Ramadan une personnalité, un militant, et de faire un débat avec lui en live sur la page UL étudiant, l'Union libre des étudiants. C'est une manière de maintenir le flambeau de cette révolution, même en confinement. Ils ont lancé un large débat, ils ont invité toutes sortes de personnalités, et ça c'est une manière de faire sans Hirak, mais en confinement. Merci Nazim Zaidi, au plaisir de vous retrouver. Et nous allons voir quelques images de ces localités qui sont sorties pendant le confinement avant de recevoir Idirou Nouren et Ibrahim Younsi. Regardons. Là, nous sommes en train de voir une manifestation à Tizi Rennif. Ensuite, qu'est-ce que nous allons regarder? Alors maintenant, nous allons voir Beni Wertilan ou Eth Wertilan. Alors, voilà. Vous remarquerez qu'il n'y a pas foule, hein? Et généralement, ce sont des... voilà, vous lisez Eid Saïd, les Kul al-Mu'taqalin. C'est une manifestation en faveur des détenus. Al-Mu'taqalin, siyasiyin. Alors, ensuite, nous allons voir Eid Wassif. Eid Wassif, une manifestation qui a eu lieu durant la nuit. Nous allons la voir tout de suite. Eid Wassif. Maintenant, nous allons voir la manifestation de Kharrata qui a eu lieu, si je ne m'abuse, pendant l'Eid. Alors voilà, Kharrata. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas foule non plus
Donc Kharrata qui nous avait habitués à des sorties qui se comptaient en dizaines de milliers. Vous voyez là qu'il y a à peine quelques dizaines. Hein. Et nous allons voir aussi, après ça, une manifestation qui a eu lieu à Al-Bayr pendant le Ramadan, je crois, aussi pour protester contre les provocations, les intimidations et en faveur des détenus. Al-Bayr, nous allons regarder Al-Bayr. Bayr. Voilà. On dénonce les gens d'Al-Bayr qui dénoncent la répression contre les hirakistes. Un régime qui profite du corona pour mettre les gens en prison, pour les intimider, pour les faire convoquer par sa police et sa gendarmerie. Voilà. Alors, nous allons commencer à recevoir Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Ah, nous ne vous entendons pas, Brahim Younsi. Oui. Voilà, voilà, très bien. Très bien. Merci d'être avec nous. Aïd Mabrouk. عيدكم مبروك كل سنة وأنتم بخير. عيد مبروك للشعب الجزائري وكل المسلمين. Merci beaucoup. Alors, Brahim Younsi, des appels à reprendre le Hirak venus d'on ne sait où. On ne parvient pas à identifier les vraies sources, sauf qu'elles sont relayées. Et d'après vous, quelle est votre lecture? Est-ce qu'il ne s'agirait pas ici de quelques opérations de subversion sorties d'un cerveau d'un quelconque spin doctor, comme on dit? C'est tout à fait possible, voire probable, parce que ceux qui ont appelé, d'abord les médecins, je crois que Idir n'avait pas cessé de dire, que je salue au passage d'ailleurs, qui n'avait pas cessé de dire que les médecins doivent prendre le pouvoir. Et effectivement, la révolution qui ne s'est pas arrêtée, mais qui a été suspendue uniquement, a suivi les appels pathétiques d'ailleurs de nos médecins qui étaient au front contre le Covid-19. C'est-à-dire que la responsabilité des médecins, c'est aux médecins de nous dire, avec la virulence du virus que nous connaissons aujourd'hui, si nous pouvons reprendre, si les Algériens peuvent reprendre leurs manifestations massives, comme cela a été le cas avant leur interruption ou leur suspension, ou pas. Et vous avez aussi, je pense que les étudiants, eux aussi avaient appelé à la suspension des marches et des manifestations. La parole leur revient aussi. Et vous avez des acteurs politiques, dont certains ont été cités tout à l'heure, qui aussi ont pris la responsabilité, parce qu'ils sont respectés par la révolution, par les révolutionnaires, par les manifestants. Ils ont lancé un appel à la suspension des marches et des manifestations et ils ont été non seulement entendus, mais écoutés. Donc, la responsabilité leur revient. Les Algériens ne commenceront à ressortir dans les rues de nos villes et de nos villages que le jour où les médecins s'expriment là-dessus, nous disent que le danger est passé. Et aussi, ceux qui ont pris la responsabilité d'appeler à la suspension nous disent aussi que nous pouvons, avec l'avis des médecins, reprendre les manifestations. Je crois qu'il y a un ordre. Et il y a en effet aujourd'hui, à mon sens, une espèce de brouillage de l'immédiat. Je ne veux pas, ce n'est pas les manifestants que j'accuse. Je crois que ceux qui sont sortis à Wurtilan, dont je suis originaire, ou Bni Wurtilan, ou à Kharrata, ou ailleurs, je crois qu'ils l'ont fait de bonne foi, parce qu'il y a une volonté, il y a une
une espèce de précipitation à vouloir reprendre la rue, à vouloir reprendre les espaces qui ne sont pas véritablement perdus, mais qui ont été désertés pour les raisons que nous savons. Le Covid-19 est un fait de hasard. Ce n'est pas un choix. Les révolutionnaires, les Algériens n'ont pas choisi de s'arrêter. Hélas, le Covid, dont on a vu la virulence, a fait que les Algériens aient suspendu leur révolution. Et le monde possible, les Algériens qui sortent disent que le monde possible que nous voulons est toujours possible. Il faut que nous continuions à le faire, mais il faut qu'ils attendent j'allais dire les ordres, non, en tout cas que ceux qui ont fait des sacrifices pour soigner les malades, c'est-à-dire les médecins, et ces médecins qui doivent, et je reprends ce que disait il y a des semaines de cela, et dire que les médecins reprennent ou prennent enfin le pouvoir et annoncent la nouvelle marche, et pour que cette révolution ne fasse pas fausse route, parce que hélas, les ruptures n'ont pas été pensées. La discontinuité dont j'ai parlé moi-même il y a quelques semaines n'a pas été pensée. Et nous voyons que ces discontinuités, ces ruptures n'ont pas été comment dirais-je, débattues, y compris dans les cercles restreints, pour faire les ajustements nécessaires et indispensables. Alors, Brahim Younsi, je vais recevoir Idir Nouren et je vous demanderai à tous les deux d'interférer l'un avec l'autre. Mais il sera malheureusement avec nos téléphones. Ce n'est pas un bricoleur, il n'a pas pu réparer son Skype, Idir. Mais vous pourrez vous interpeller l'un l'autre et éventuellement vous poser des questions. Ce serait une émission plus vivante que d'attendre qu'on vous donne la parole. Que le monologue. Ouais, même si venant de vous, ce n'est jamais un monologue. C'est bien au contraire, c'est toujours un enseignement. Idir Nouren, merci d'être avec nous. Aïdik Mabrouk. Aïdik Mabrouk. Je me permets de souhaiter l'Aïd Samerbouh à tout le peuple algérien, Aïd Mabrouk, en espérant pour tous les Algériennes et les Algériens le meilleur. Merci. Alors, Idir Nouren, sur ce sujet de ces appels non identifiés à reprendre le Hirak, avec même une date qui a été lancée, qui a été relayée, à votre avis? Disons que c'est assez compliqué à pouvoir lire ces appels qui sont d'abord anonymes sur les réseaux sociaux. Mais avant tout ça, M. Benchnouf, je me permets de saluer la mémoire de Sami Ouzbik, qui a disparu il y a 2 ans. Et au-delà des liens familiaux qui me lient à lui, il aurait tellement aimé être un des acteurs de cette révolution. Voilà. Parallèlement à la... Oui. Parallèlement à la question que vous posez, c'est évident, je veux dire, il est difficile aujourd'hui de reprendre le Hirak avec la crise du Covid-19 qui est mondiale. Je crois que ce que le Hirak nous a tous enseigné, c'est que nous avons repris notre citoyenneté. Et en se vivant citoyen, nous avons des droits et des devoirs, de ne pas exposer inutilement, de ne pas exposer notre jeunesse, nos quadras, les gens du 3e âge à justement prendre des risques inconsidérés sur la santé. Mais ceci dit, si nous restons dans le cadre de la citoyenneté, nous pouvons dire, comme l'a dit, je pense, le jeune Nazim, que ça reprendra en temps et en heure. Brahim a dit il y a quelques semaines qu'on n'a pas pensé la discontinuité. Il a tout à fait raison. Parce que cette pause aurait pu permettre aux acteurs du Hirak de pouvoir changer un peu de logiciel et de se remettre à niveau et de voir quelles vont être les nouvelles méthodes. Comme j'ai eu à le dire, M. Benchnouf, nous avons péché dans le Hirak parce qu'il faut faire un bilan étape sur trois phénomènes. Certains acteurs étaient identifiés, d'autres vont venir. Donc il faut absolument
absolument réidentifier les acteurs. Deuxièmement, c'est, dans un cadre plus global, trouver les outils par lesquels nous entamons les véritables rapports de force. Et troisièmement, pour terminer, c'est uniquement trouver la méthode. Voilà ce qui nous reste à accomplir. C'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui va être dur, au-delà de toute considération idéologique. Hein. Mais il faut qu'il y ait une espèce de rupture, je dirais même de brisure, avec tout le système, sa gouvernance. Pour en revenir à des choses très claires et très basiques, le président Tebboune ou le président désigné, peu importe, nous connaissons tous les conditions qui ont présidé à son élection. Nous avons eu un taux de participation de l'ordre de 10-12%, ce qui pose pour lui un problème à la fois de légitimité, donc de légalité. À travers ça, il faut que le Hirak, et c'est là où se pose aussi le problème, parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent. Ce n'est pas simplement le fait de reprendre ou de ne pas reprendre le Hirak. Je pense que l'ensemble des Algériens actuellement font entendre ce silence qui est peut-être inaudible pour ceux qui détiennent le pouvoir, mais je suis intimement convaincu que la colère commence à pointer. Et quand il y a la colère avec un système qui joue sur l'injustice et l'oppression, ce n'est jamais bon. Donc c'est dans tout ce périmètre-là qu'on doit trouver la solution. Brahim Younsi, est-ce que Brahim Younsi est avec nous? Idir, oui. Comment expliquez-vous que, malgré cet formidable enthousiasme que nous avons observé chez les hirakistes, malgré leur ingéniosité, leur humour très mordant, comment expliquez-vous qu'ils n'aient pas profité, nos jeunes tout particulièrement, de cette longue période de confinement pour trouver d'autres formes de résistance et d'expression politique? Vous savez, moi je pense que le Covid-19 a complètement bouleversé la donne. En tant qu'individu, à l'échelle d'individus, nous avons tous ce sentiment grégaire. Mais ça n'exonère pas, comme vous le suggérez, que la société aurait pu être en mouvement. Moi, je suis intimement convaincu que la solution passe par l'ingéniosité de la jeunesse. C'est à elle à trouver les voies et les formes pour pouvoir déjà faire avancer les choses, débattre entre eux et de trouver les solutions. Non pas des solutions exclusivement politiques, mais tout ce que vous suggérez là, c'est-à-dire quelles vont être les méthodes, comment faire, comment articuler, sur quelle base. Le pouvoir qui n'a produit que la désespérance, il a l'agenda. Le temps, il n'a pas compris une chose, c'est que le temps joue contre lui. Quand vous voyez toutes les mesurettes qu'ils sont en train de prendre, que ce soit dans le cadre de la Constitution, que ce soit dans le cadre des familles démunies pour la fameuse prime des 10 000 dinars. Or, nous savons tous que les mairies ne fonctionnent pas et que la démarche volontaire d'un citoyen qui est dans la précarité doit passer par les services communaux pour pouvoir avoir accès à la prime. Ça, c'est une fumisterie. Il y a plein de problèmes comme ça. Mais les étudiants doivent commencer déjà à réfléchir sur la Constitution, à réfléchir sur les institutions, à réfléchir sur la démocratie et surtout à apaiser les tensions qui sont alimentées par les spin doctors du système. Moi, j'avais eu à dire que on a parlé des Tawfiq Boys. C'est pas le général Tawfiq en tant que personne qui est un homme fatigué, qui est un homme épuisé, qui est un homme qui est à l'automne peut-être de sa vie. C'est le système qu'il a créé, qui a mis toute la société algérienne sous surveillance, qui est remis. On est passé d'un État autoritaire et nous avons les deux pieds en dictature aujourd'hui. Le souci, c'est ça aussi. Brahim Younsi, sur ce qu'est en train de nous dire Idir. Oui, d'abord sur la question de la citoyenneté. La révolution du 22 février est une révolution citoyenne. Et une révolution citoyenne qui pensait et qui agissait pour l'inversion des commandements. Cette inversion des commandements signifie que le peuple agit de façon directe à la fois sur le politique, mais aussi sur les institutions. C'est le peuple qui choisit son système social et politique. Ce n'est pas à ceux qui sont au sommet de la pyramide qui doivent commander à la base. C'est la base qui dit au sommet ce qu'il doit faire.
ce slogan qui n'est pas véritablement un slogan, mais une réalité palpable, tangible, c'est Yitnhaouga. Ce Yitnhaouga signifie que l'ensemble du système, tel qu'il a été conçu jusqu'à maintenant, je continue à parler de système alors qu'en vérité ce n'est pas un système, mais le changement de régime et de pouvoir, c'est que le pouvoir revienne à la base, revienne au peuple. Et nous en avons parlé la dernière fois, et là encore, je suis en phase avec ce que vient de dire Idir, à savoir qu'il faut penser la démocratie. La démocratie sur le plan mondial, et nous le savons, et notamment dans le monde démocratique, dans le monde occidental, est profondément en crise. Et des revendications se font là, ici et là, pour que cette démocratie devienne non plus une démocratie formelle, mais une démocratie directe. Et je allais jusqu'à, d'ailleurs, en France, nous avons vécu l'épisode, la phase des Gilets jaunes, qui demandait des mandats ou qui exigeait des mandats impératifs pour les élus. Les élus ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ont un mandat, des mandats que le peuple, que leurs électeurs, dans les régions ou dans les circonscriptions, leur dire ce qu'ils doivent faire, en tout cas ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent voter et ce qu'ils ne doivent pas voter. Ce n'est pas le gouvernement qui doit nous dire sans responsabilité ce qu'il convient de faire, c'est le peuple qui lui dit ce qu'il doit faire. Il doit exécuter un programme, et un programme qui vient de la base. C'est cela, c'est pas pour l'inversion du commandement. Il faut une inversion du commandement. Il faut que ce soit le peuple qui décide de ce que ceux qui portent au pouvoir doivent faire ou ne pas faire. Et justement, Brahim Younsi, ce Yitnhaouga dont vous parlez, vous allez l'écouter. Pardon, Idir, au sujet de Yitnhaouga, je saute sur l'occasion comme offre Brahim Younsi pour montrer une image du Hirak. Vous allez entendre le peuple crier Yitnhaouga. Regardez. Idir, avant de vous donner la parole, j'aimerais rendre un hommage très particulier à votre propre cousin, d'ailleurs, Sami Oussaddiq, notre ami Sami Oussaddiq, qui a décédé, qui est mort il y a 2 ans, le 25 mai 2018, Rabbi Rahmou. Nous allons regarder quelques images sur lui. L'état de la loi avec l'état de droit. Oui. Je m'explique. Tous les régimes autoritaires, et encore plus les régimes totalitaires, produisent beaucoup de lois, ce qu'on appelle des normes, pour enserrer la société, l'empêcher de bouger. Et on vous renvoie tout le temps à la loi. Retenez bien cette formule. C'est une loi qui oppresse et qui ne libère pas. Voilà. Un état de droit, ce n'est pas un état de loi. La loi peut être oppressive, nous en avons un exemple. Le deuxième... Rabbi Rahmou Oussaleh. Oui, exactement. Et dire. Ce que je voulais dire, pour rebondir un peu sur ce que disait Brahim quant au type de démocratie, il parle donc du mandat impératif. Je crois que nous devons tous comprendre, tous les citoyens algériens, que nous devons passer par un ordre juridique nouveau concernant à la fois les institutions, concernant les rapports démocratiques, concernant les différents territoires de compétences entre les différentes institutions. C'est vital de passer à un ordre juridique nouveau
le jacobinisme ne nous a amené que des soucis, parce qu'on est dans un État jacobin, mais très jacobin, qui est un régime hyper présidentiel. Nous devons changer tout ça. Et par rapport à cette constitution, moi, bien que la crise du Covid-19 handicape l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile et de la jeunesse, je peux le comprendre. Mais ça n'exonère pas les partis politiques ou les courants politiques, pour éviter un débat sur les partis politiques, ou les grandes familles politiques, quand je dis grandes familles politiques, par rapport à leur courant de pensée, puissent produire quelque chose déjà, puissent déjà commencer à travailler sur le préambule de la Constitution, sur les institutions, sur la démocratie, qu'est-ce qu'on peut consacrer. Comment vous pouvez imaginer qu'un régime, parce que nous avons une problématique de système, pardon, qu'un système qui se réapproprie tout au but la révolution du 22 février, qui la consacre dans le préambule de la Constitution. Mais où est-ce qu'on est? Par rapport au président Tebboune, parce qu'il faut l'appeler comme ça, de deux choses l'une, où l'opposition ne reconnaît pas les élections, elle a une démarche, où ils la reconnaissent, et ils vont aller vers des discussions, ou à la limite, non pas des négociations, vers des discussions. Le choix va être posé en ces termes. Il ne faut pas oublier que la population algérienne, le peuple algérien, veut non pas une rupture, mais une brisure, c'est-à-dire un nettoyage par le vide. Il faut que le mode de gouvernance change, qu'on installe l'état de droit, où entre vous et moi, monsieur Benchenouf, si nous avons des différends et que nous sommes obligés, vous et moi, d'aller à la justice, c'est à la justice de trancher. Mais faudrait-il encore que nous assainissions tout l'environnement de toutes les institutions, que ce soit la justice, que ce soit les impôts, toutes les parties qui font fonctionner un État. Mais Idir Honorine, si je vous demandais de nous faire une sorte de macro-vision, de scanner sur la situation, où est-ce que nous en sommes réellement? Où l'Algérie en est-elle avec une crise économique qui déboule, avec un Hirak qui se ramasse, qui attend de pouvoir ressurgir de nouveau, avec vous l'appelez le président Tebboune, avec un induit occupant, un squatter d'Al-Mouradia, on a écouté son dernier discours, c'est comme s'il parlait d'une autre planète. C'est vraiment, on croirait rêver. Il parle de se passer des hydrocarbures, de retrousser les manches, de se mettre au travail, comme si du jour au lendemain, après 70 ans, du jour au lendemain, on allait se retrouver au milieu d'une économie ultra performante, avec un régime tout à fait illégitime. Mais où est-ce que nous en sommes, Idir Honorine? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Il y a des forces du statu quo que Brahim appelle généralement et c'est sa formule, les forces d'inertie. Nous sommes dans un statu quo le plus total. Et force d'inertie. Force d'inertie, c'est incroyable. Hein. Force d'inertie. Tout à fait. Je vous laisse poursuivre. Allez-y. Oui, alors, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que d'un point de vue macro, la plupart des hommes politiques, ceux qui sont partisans, qui ont des structures politiques agréées, ou ceux qui s'agitent sur la scène politique de manière intellectuelle et politique, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la stratégie qui est la vocation de tout parti politique, la stratégie de prendre le pouvoir. Nous sommes dans une espèce de métapolitique où nous discutons des problèmes de l'Algérie, d'évaluer les possibilités d'entamer la véritable rupture, mais sans organisation. Et c'est ça le drame. Il n'y a ni alliance, ni rien. Regardez M. Tebboune ce qu'il fait. Il a une assemblée de l'Assemblée nationale de mal élus. C'est une assemblée de l'argent. C'est une assemblée où il y a eu des scandales. Rappelez-vous l'affaire des cadenas. Vous avez un Sénat où il y a encore un tiers présidentiel et il valide son programme avec des assemblées mal élues. Mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. Il appelle à des élections présidentielles après l'éventuel référendum de sa constitution. Il a dit lui-même qu'il n'était pas fondé à créer un parti politique.
Sur quelle majorité présidentielle va-t-il s'appuyer pour appliquer son programme? Regardez tous les partis politiques qui ont eu à exercer ces 20 dernières années avec le président Bouteflika. Quand est-ce que vous avez entendu dire que Hamas ou Tej ou le MPA a fait un accord de gouvernement? Et sur quelle base cet accord a été fait? Il faut qu'à un moment donné, nous soyons réalistes. Mais ça n'a jamais existé, dire non, ça ne se passe pas comme ça. En Algérie, ça n'existe pas comme ça. Ça ne se passe pas vraiment pas comme ça. Ah ben justement, c'est là où il y a une incohérence. C'est là où nous n'avons jamais été dans une espèce de démocratie où les choses et les hommes sont à leur juste place. Et restez avec nous, je vais donner la parole à Brahim Younsi, mais je retiens que vous avez parlé, vous avez posé la question sur quelle majorité veut-il installer ses objectifs. Vous avez parlé d'un régime hyper présidentiel, une formule que je trouve un peu étrange, puisque nous sommes dans un régime qui est totalement, à 100%, peut-être même un peu plus, dirigé par des militaires. C'est hyper présidentiel juste comme ça. Dans la réalité, il n'y a pas de pouvoir du tout. De la Constitution actuelle, évidemment. Oui, j'entends. Mais nous allons écouter ce que disent les Algériens du Hirak au sujet des vrais maîtres du pouvoir. Et puis je donnerai la parole à Brahim Younsi. Écoutez ce que disent les Algériens, écoutez et regardez. Brahim Younsi, Doula Madaniya Machi Askaria, c'est le maître mot du Hirak, le slogan central avec Trahloga. Si vous pouviez nous faire un petit scan sur la situation, où en est-on, Brahim Younsi? Pour le moment, nous sommes toujours les deux pieds devant de la Doula Askaria. C'est le pouvoir militaire qui continue de gouverner. Les élections, ça a toujours une farce dans notre pays. Il est clair que à travers Doula Madaniya Machi Askaria, nous revenons au sujet précédent, à savoir que le peuple algérien veut absolument construire sa citoyenneté, pour revenir à la citoyenneté. C'est la citoyenneté d'ailleurs, depuis toujours, depuis 1830, peut-être avant, nous revendiquions toujours une citoyenneté de plein exercice. Et nous ne sommes pas dans la citoyenneté de plein exercice. Les Algériens demandent une citoyenneté de plein exercice. Il doit exercer sa citoyenneté à tous les étages. Seulement, pour revenir à ce que disait Idir, je ne crois pas, quant à moi, que la population, le peuple algérien, est dans la construction des institutions. Je crois que le peuple algérien est aujourd'hui dans la construction, où il est préoccupé ou occupé à construire le renforcement de sa révolution. Parce que je pense qu'il sait que le pouvoir illégitime est en situation de déclin. Tout à l'heure, Moussab Hamoudi a fait une espèce de revue de la presse occidentale. Et je vous avais dit la dernière fois que le régime, le système, le pouvoir illégitime est dans une situation d'isolement international. Il montre encore aujourd'hui son isolement sur le plan international. Alors il va faire des compromissions avec la France, les États-Unis notamment. Mais les journaux qu'il a cités ont tous accusé le système
qui prépare et qui a préparé déjà un arsenal législatif. C'est la raison pour laquelle les petits groupes qui sortent, comme à Bni Ortilan ou Kharata ou ailleurs, des petits groupes qui sortent peuvent subir l'arsenal répressif qui est déjà mis au point par le système, parce qu'il ne connaît que la répression. D'autre part, à mon avis, il ne faut pas que nous regardions derrière nous, parce que nous serions transformés en statucelles. Je crois que la population, ceux qui ont la révolution au cœur, et je crois que tout le monde a cette révolution au cœur, et ils veulent la réussir, qu'elle aille à son accomplissement, lui trace une nouvelle route, parce que c'est une nouvelle route qui est devant eux. L'époque que nous vivons aujourd'hui, ou l'époque que vit la révolution aujourd'hui, avec le Covid notamment, et même avec le personnel militaire qui est aux commandes, n'est pas la période que nous avions vécue avec Gaïd Salah, ni la période que nous avions vécue sous Abdelaziz Bouteflika. D'ailleurs, les Algériens sont unanimes quasiment à dire que la période que nous vivons aujourd'hui est pire que celle que nous avons vécue, à la fois sous Abdelaziz Bouteflika et sous Gaïd Salah. La répression s'est amplifiée à tel point qu'aujourd'hui, qui est-ce qui apparaît si la révolution n'a pas fait de reflux, mais elle est dans un état où elle prépare, où elle va préparer son renforcement. Nous voyons, tout à l'heure, mon ami Idir a parlé de des forces d'inertie. Il y a effectivement des forces d'inertie, celles qui veulent retenir la révolution. Mais aujourd'hui, vous avez aussi les forces de la collaboration, les forces du consentement. Je crois que nous les connaissons tous. Ce sont des formules terribles que vous assénez là, mais hélas, mais justement, Brahim Younsi, la collaboration sont là. Et la feuille de vigne qui les cachait est tombée. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des gens qui collaborent avec le système pour garder le système, pour garder le régime. Mais justement, Brahim Younsi, j'aimerais que vous puissiez échanger avec Idir. Oui, Idir, je vous en prie. Je voulais dire à Brahim, puisqu'on va faire de l'interactivité, c'est que je suis en partie d'accord avec lui, même totalement d'accord. Cependant, il y a, moi, les gens ou les personnalités, ou les partis politiques qui ont décidé, dans leur logique d'appareil, d'aller vers la négociation, même pas la discussion avec M. Tebboune, libre à eux. Mais l'histoire retiendra définitivement leur nom. Parce que politiquement, ils ne peuvent pas avancer. Je pense que ce qui les motive, enfin, c'est une chose qui est très simple. C'est ils ne peuvent pas, à l'intérieur du Hirak, trouver légitimement leur place. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est qu'ils pourront retirer uniquement des dividendes protocolaires, et peut-être, je vais être méchant, c'est pas mon habitude, des dividendes rentiers. Donc chacun, parce que nous sommes encore dans la même problématique du système, ce que Feu Sami Ouznik appelait la matrice. C'est cet immense chantier qui reste devant nous, et nous devons aller maintenant vers des hommes de conviction, des hommes qui ont des hommes et des femmes, de la lecture politique, et qui savent avec ce système, on ne peut rien obtenir dans des conditions de discussion. Il faudra aussi, sachant que le cœur nodal du pouvoir étant l'armée, il faut que l'armée fasse sa mutation, comme j'ai eu souvent à le dire, et qu'elle vienne rencontrer le Hirak. Parce que c'est à ce moment-là, parce que l'institution militaire est la nôtre, c'est la représentation de l'ensemble du peuple algérien. Il faut qu'elle fasse sa mutation et qu'elle vienne affectueusement, je dirais même avec amour, rencontrer la jeunesse du Hirak et lui dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, l'ancien système est mort. Comme je vais paraphraser, je vais faire un peu peut-être lui rendre les clés, tout simplement. Tout à fait, mais ça, la formule, comment, de manière apaisée, quel est le temps, comment faire, ça se discute et ça se négocie. Mais Idir, juste une chose, monsieur, oui, je vous en prie. Oui.
c'est juste pour faire un peu avec moins de talent que Brahim Younsi. Gramsci a dit quelque chose lors de ses cahiers de prison vers les années 20. Il a dit... il a rigolé, Brahim Younsi, quand vous avez dit avec moins de talent que Brahim Younsi. Oui, évidemment. On a vu un sourire jusqu'au don de sagesse. Gramsci a dit l'ancien monde se meurt. Oui. Le nouveau tarde à apparaître. Et entre ce clair-obscur surgissent les monstres. Oui. Nous sommes dans ce clair-obscur en espérant que les monstres puissent être définitivement derrière nous et que pour cette jeunesse puisse s'accomplir dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle désire, dans ce qu'elle souhaite, dans la liberté d'être, d'exister et dans l'amour du pays. Un clair obscur. Oui, Brahim Younsi. Mais un clair obscur qui n'est pas du tout du Rembrandt. Ah non, pas du tout. Parfait, Brahim, entendu. Alors, Idir Ounoren, c'est, comme les appelle Brahim Younsi très durement, ces forces de collaboration et du consentement. Pour être gentil. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Moi, c'est là où mon cerveau freine ABS. C'est parce que je me dis, bon, d'accord, elles collaborent, elles soutiennent le régime, elles veulent le faire perdurer, persister, mais qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au régime puisque ces forces, ces partis politiques, ne représentent rien? Elles ne sont, ces partis politiques qui apportent leur soutien à Tebboune et au régime actuel ne sont même pas capables de remplir une salle de cinéma. En quoi peut-elle être utile, ces forces d'inertie, ces forces... C'est clair que sur le plan interne, si c'est à moi que cela s'adresse, il est clair que sur le plan interne, ces forces ne sont représentatives de rien. C'est clair. Mais comme dit Alfred Sauvy, le peuple... Et voilà qui nous remet une couche. Hein? Non, vas-y, Ibrahim, pardon. Le peuple, comme dit Alfred Sauvy, le peuple n'est détruit que par lui-même. Alors qu'il y a ces forces de la collaboration et ces forces du consentement et même les forces d'inertie qui veulent arrêter, qui veulent retarder la révolution d'aller à son aboutissement, de joindre sa destination, continuent à vouloir détruire, en voulant détruire la révolution, et détruisent aussi le peuple dans sa quête de libération. Parce qu'il y a aussi ces forces de la spoliation qui veulent spolier la révolution. Et vous les entendez, vous les connaissez. Non seulement... Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part, Brahim Younsi, quand vous dites force d'inertie? Moi, je traduirais avec un seul mot très simple, frein. Une force d'inertie est un frein. Sauf que là où je ne comprends pas, c'est que ces choses qu'on peut nommer, hein, c'est des partis politiques, ce sont des relais du régime, ce ne sont pas des forces. Ce ne sont pas des forces, même pas des forces d'appoint. C'est à peine des relais, c'est à peine des voix de leur maître. Ce ne sont pas des forces du tout. Donc elles ne peuvent rien faire, ni freiner, ni faire avancer. Elles sont le bâton qu'on peut vous mettre dans la roue, notamment pour donner une certaine image de ces forces de la collaboration qui rejoignent ou qui ont rejoint le pouvoir et le système, y compris, comme dit Idir, y compris pour dialoguer, alors que le peuple, dans son ensemble quasiment, n'est pas pour le dialogue, mais si dialogue il y a, parce que les choses presque toujours, mais le pouvoir, et vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir est dans une perspective de violence, même si les prévisibilités sont difficiles à faire. Mais le pouvoir est en mettant politique et en mettant au point cet arsenal répressif, les arrestations qui continuent, les emprisonnements qui se poursuivent, c'est dire que le pouvoir veut aller
vers la violence, alors que le peuple veut rester dans la non-violence et il a parfaitement raison de rester dans la non-violence, de continuer une révolution pacifique et qu'il veut mener jusqu'au bout parce qu'il s'agit de sa libération. Quand je parle des forces d'inertie, c'est dans le sens de la physique. Dans la physique, il y a des forces d'inertie et ce sont des véritables forces. C'est dans le sens physique du terme et il y a ces forces d'inertie. Pour moi, la seule force d'inertie... Si vous permettez, M. Benchenouf. Oui, mais juste pour dire que pour moi, la force d'inertie, la seule force d'inertie qui existe dans le pays, c'est l'état-major lui-même. C'est lui qui empêche les choses de bouger pour pouvoir garder le pouvoir. Je suis d'accord avec vous, M. Benchenouf, oui. Où l'état-major est un facteur actuellement de blocage. Oui. Tout se joue dans ce périmètre-là. Ça, c'est le préalable. Moi, je suppose, connaissant un peu Brahim, c'est que les forces d'inertie se nourrissent de la crise. Ils ne veulent pas que ça avance parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils ne peuvent que prospérer qu'à l'ombre de la crise et être des sous-traitants ou des sous-plétifs. Ça, c'est un. Par rapport aux forces de la collaboration, comme l'a si durement nommé Ibrahim, et collaboration, ça a un sens universel, il est clair que les personnalités politiques ou ceux et celles qui auront à jouer ce rôle-là seront comptables devant l'histoire. Il faut remettre les choses en perspective. Le peuple, le Hirak, demande un processus constituant. Il ne l'a pas. Il avait demandé, même dans sa grande mansuétude, certains gestes pour apaiser le climat, la libération des détenus politiques. Il n'y en a pas eu. Il y a le pouvoir qui se restructure de manière cynique et de manière de plus en plus autoritaire en brisant tous les petits espaces de liberté. Quand on est arrivé à criminaliser le moindre petit post sur Facebook, c'est quand même surréaliste. Et je crois que même la presse étrangère s'en est fait l'écho. C'est toutes ces questions-là qui doivent nous agiter, mais il faut à tout prix. Je ne parle pas de structuration du Hirak, mais une forme. Il faut qu'il arrive à s'organiser autour de quelques éléments politiques et renforcer la cohésion du Hirak. Parce que le pouvoir qui est en face, il maîtrise l'agenda, il maîtrise l'argent. N'oubliez pas, M. Benchenouf, il y a plus de 2 ans que nous disons que la crise économique qui va arriver, apposée à la crise financière, va radicaliser le Hirak. C'est dans la loi de la nature. Et à ce moment-là, l'aventure ne sera pas très belle à vivre. Alors, 1 minute pour chacun pour le mot de la fin. Brahim Younsi. Vous savez, tous ces mouvements qui se passent dans nos régions, cela montre que la matière vivante, parce que le peuple est vivant, il est vivant depuis le 5 octobre 1988, parce qu'il a aussi submergé l'espace public, l'espace politique. Donc la matière vivante l'emporte toujours sur la matière morte. Et le système, appelons-le toujours comme cela, le système est une matière morte. Il ne peut réagir que par ces forces de la collaboration qui veulent s'accaparer et accaparer la citoyenneté, alors que le peuple veut d'une autre citoyenneté, une citoyenneté, je le redis encore, de plein exercice. Ce n'est pas une citoyenneté qu'on lui octroie, et c'est une citoyenneté qu'il est en train d'arracher. Et quand je parle de dialogue, de la possibilité de dialogue, je devrais dire de la possibilité de négociation. Il n'y a qu'une seule question qui peut être négociée avec ce système, avec ce pouvoir, c'est celle de la transition. Et seulement de la transition. Il n'y a pas d'autre négociation qu'il faille faire avec lui. Merci Brahim Younsi. Idirou Noran, le mot de la fin.
oui, je partage ce que vient de dire Brahim, que cette transition, ce qui rend caduque l'élection du 12-12, je crois qu'il nous faut dépasser ce système parce qu'il est devenu obsolète. Ça, c'est le premier élément. Une autre voie peut être réfléchie, peut être inventée, puis empruntée. Ça passe par la transition, ça passe par un processus constituant, ça part par la refondation de la nation et de manière mécanique l'État, qui, il faut le dire, est une personne morale, et à partir de ce moment-là, évacuer toutes les tensions intercommunautaires, évacuer le problème de la religion, évacuer le problème identitaire, et l'Algérie est prête à rentrer dans le XXIe siècle de plein pied avec cette jeunesse formidable, cette jeunesse belle, cette jeunesse à qui je souhaite le plus heureux des destins. Merci Diroun Noren, merci Ibrahim Younsi, merci Nassim Zaidi, merci Moussab Hamoudi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikum. حبيت برك نقول لكم باللي كل الثورات dans l'histoire des révolutions كاين طبيعيا قوى داخله تحاول تدخلهم باش تسوسهم باش تفشلهم. دونك هنا الحراك هذا c'est une révolution, c'est une vraie révolution qui a connu une halte technique, c'est une halte sanitaire, parce que les Algériens sont très responsables. Ils avaient le choix, continuer, même avec des masques, même avec une distance. Ils ont estimé que c'était trop dangereux, ils ont discuté entre eux, et ils ont décidé eux-mêmes d'arrêter, au moment où le régime disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'il continuait de... alors maintenant, il y a des appels à interrompre ce confinement, à sortir dans la rue, alors que nous savons très bien que nous ne sommes pas préparés. Moi, je ne veux influer en rien, ni pour ni contre. Je veux juste dire que le moment est venu de se consulter les uns les autres, de ne pas se laisser tromper par quelque relais qui soit, de bien analyser les choses, de se consulter dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, d'essayer de se constituer de façon à pouvoir discuter les uns avec les autres pour ne pas laisser les gens se servir de nous, nous mener là où nous ne pouvons pas en sortir. Barakallahu fikum, bqaw ala khair et à demain, Inch'Allah.